Il s'est fait connaître du public burkinabé lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Occupant alors des responsabilités au sein du régiment de sécurité présidentielle, il réussira tout de même à prendre les rênes du pouvoir au moment où Blaise Compaoré prenait le chemin de l'exil. Après une première expérience comme chef d'État dans des moments troubles, il revient encore, 6 ans après, solliciter les voix des Burkinabés pour présider aux destinées du pays. Yacouba Isaac Zida, au Canada depuis 2016, est l'un des 13 candidats à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Alors, Monsieur le Président, dites-nous pourquoi les Burkinabés doivent voter pour vous. Eh bien, les Burkinabés doivent voter pour moi parce que, tout simplement, je suis le meilleur. Mais avant de répondre plus sérieusement à votre question, je voudrais remercier Omega TV et Omega FM pour cette opportunité que vous m'offrez de m'adresser à mes concitoyens depuis le Canada pour un peu solliciter leur suffrage lors des prochaines élections. Je voudrais dire que notre pays aujourd'hui vit une crise, même si on a l'impression, à la faveur de cette campagne électorale, à la faveur de cette effervescence-là, que tout va bien au Burkina Faso, on est obligé quand même, lorsqu'on rentre chez soi, de réfléchir et de penser à ces millions de Burkinabés qui ne sont pas dans leur domicile, de penser à ces veuves, de penser à ces orphelins qui ont perdu leurs proches depuis les 5 années. Nous avons perdu plus de 3000 compatriotes et nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui au Burkina, ça va. Donc nous sommes dans un pays en crise. Et lorsqu'un pays est en crise, il faut absolument des hommes qui ont les compétences nécessaires pour gérer la... Et je crois, je sais que j'ai les compétences qu'il faut pour gérer la situation actuelle du Burkina Faso. En plus, je suis un homme à même de rassembler toutes les obédiences politiques et sociales du Burkina Faso. J'ai fait mes preuves pendant la transition. Lorsque je suis arrivé, j'ai été nommé comme Premier ministre. Vous avez vu qu'en 72 heures, j'ai réussi à former un gouvernement qui prenait en compte toute la société civile, tous les partis politiques, et nous avons réussi à conduire le pays aux élections de 2015. Ensuite, j'ai ce qu'il faut pour restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, notre pays est comme un navire sans capitaine, ou du moins, c'est comme un marché. N'importe qui entre, il fait ce qu'il veut et il sort. Je pense que le Burkina a besoin qu'on remette de l'ordre et je suis l'homme qu'il faut pour cela. Vous êtes l'homme qu'il faut pour cela. On va aller élément par élément. Beaucoup de choses à faire si vous êtes élu président. On va commencer par le monde paysan. En quoi vous êtes la solution pour ceux qui sont dans les campagnes burkinabées? Vous savez que le Burkina Faso est en majorité rural. Nous avons plus de 80% de notre population qui vit en milieu rural et qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. C'est leur principale activité. Alors, mon projet pour ce monde rural, c'est d'investir massivement dans ce secteur. Il faut arriver à faire en sorte que ce monde-là continue de produire, qu'il puisse non seulement contribuer efficacement à l'économie de notre pays, mais aussi améliorer leurs conditions de vie, parce que c'est leur principale activité d'existence. Il faut que les paysans, les agriculteurs, les éleveurs puissent vivre décemment de leur activité, parce qu'ils n'ont pas d'autre activité. Imaginez-vous qu'un paysan, alors, il cultive son champ, c'est sur ça qu'il compte pour payer la scolarité de ses enfants, c'est sur ça qu'il compte pour se soigner en cas de maladie, et c'est sur ça qu'il compte pour faire face à tous ses besoins. Alors, si cette production n'arrive pas à subvenir à ses besoins, c'est la misère. Et nous avons un projet, nous avons un plan pour améliorer la productivité et faire en sorte que le monde rural soit enrichi et puisse vivre dans des conditions décentes et en même temps contribuer à la croissance économique de notre pays. On dit que notre agriculture est tributaire donc de la pluviométrie. S'il ne pleut pas,
on n'arrive pas à récolter. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que les Burkinabés puissent produire en tout temps et qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire? Non, c'est simple. Il faut arriver à maîtriser donc l'eau. Voilà. Il faut que nous réalisons davantage des ouvrages de retenue de l'eau et il faut que nos paysans puissent avoir des surfaces irriguées pour pouvoir produire tout au long de l'année. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les agriculteurs aujourd'hui produisent seulement en saison pluvieuse et pour le reste de l'année, ils sont en tout cas oisifs. Ce qui est dommage parce que vous ne pouvez pas travailler 3 mois et vivre 12 mois avec le produit de ces 3 mois de travail. Donc, il faut absolument que nous réalisons suffisamment d'ouvrages pour maintenir l'eau et permettre à nos agriculteurs plutôt de cultiver, enfin, de produire tout au long de l'année. Voilà, 12 mois sur 12. Monsieur le Président, les jeunes aussi ont des attentes particulières. En quoi est-ce que ces jeunes-là peuvent compter sur Isaac Zida? Pour les jeunes, essentiellement, c'est 3 choses. C'est l'éducation, la formation et l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes sont malheureusement ceux qui devaient tirer notre économie vers l'avant, c'est eux qui constituent en réalité un boulet. Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à leur fournir des emplois. Nous n'arrivons pas à les insérer dans le dispositif économique. Et ça, ce n'est pas leur faute. Nous avons hérité, je pense que vous allez parler d'éducation après, mais il faut que je le dise, notre système éducatif est un système éducatif arriéré qui ne répond plus aux exigences d'un monde moderne. Donc, il faut faire en sorte de qualifier nos jeunes. Et aujourd'hui, il y a des programmes de formation de 120 jours, de 90 jours, pour faire en sorte de former un bon personnel soignant, un bon enseignant, un bon soldat, et même un bon travailleur dans une usine, un bon exploitant agricole. Il faut qu'on expérimente ces programmes-là. Il faut qu'on ces programmes-là pour qualifier nos jeunes et les insérer dans le système économique. Donc, j'ai bien des projets. La jeunesse constitue une préoccupation majeure et je l'ai bien détaillé dans mon programme et nous allons le mettre en œuvre. Est-ce que vous avez défini un nombre d'emplois que vous allez créer et pour ces jeunes-là par an ou tout au long de votre mandat? Oui, nous allons créer 250 000 emplois permanents. Et à côté de cela, nous allons créer au minimum 2 millions d'emplois temporaires. Dans quel domaine d'activité? Oui, d'abord, il y a des secteurs stratégiques pour lesquels on n'a pas d'autre choix que de faire des recrutements massifs. Lorsque je prends le secteur de la sécurité, lorsque je prends le secteur de l'éducation, l'enseignement, lorsque je prends le secteur de la santé, il y a un manque criard d'effectifs. Vous pouvez interroger n'importe quel élément de force de défense et de sécurité, il vous dira qu'ils sont en sous-nombre. Si effectivement nous voulons assurer un maillage du territoire national, si nous voulons que nos compatriotes soient en sécurité sur toute l'étendue du territoire, il nous faut un nombre suffisant. Donc, il va falloir que nous recrutons. On n'a pas le choix, on est obligé de recruter. Et on est obligé de recruter également dans l'enseignement. On est obligé de recruter parce que quand vous voyez des écoles où les enfants sont une centaine dans la classe, c'est dommage, c'est obligé de le dire, mais ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la présence à l'école, ce n'est pas de l'enseignement. Donc, il faut absolument faire en sorte de réaliser des infrastructures et en même temps de recruter du personnel. C'est pareil pour le monde de la santé. Ils sont en sous-nombre. Les infrastructures manquent, le personnel manque. Donc, nous allons recruter. Et ça va nécessairement créer des emplois très rapidement, au moins 50 000 emplois dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l'enseignement pour les jeunes.
Ensuite, comme je dis, un pays qui se développe, un pays qui avance, c'est un pays qui crée de l'emploi. Si aujourd'hui nous entreprenons l'industrialisation du Burkina Faso, absolument il faut recruter. Et c'est ce que nous avons en projet. Les femmes vous écoutent, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer? Les femmes, vous savez, c'est véritablement dommage que jusqu'aujourd'hui, au Burkina Faso, on n'ait pas compris que les femmes sont la majorité de notre population, plus de 52% de notre population. Et parmi ces 52%, nous avons 80% qui sont là dans un secteur informel, qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas encouragés, qui sont pratiquement des acteurs non économiques, alors qu'ils devraient avoir une très bonne organisation de ces femmes-là pour qu'elles jouent leur rôle dans l'économie de notre pays. Oui. Donc nous avons prévu de soutenir les femmes, de financer leur activité. Il ne s'agira pas de ce qu'on entend d'habitude, oui, autonomisation des femmes, on leur donne un peu d'argent, quelques jours après, on attend qu'elles viennent rembourser et elles retournent dans leur misère. Non, nous allons proposer des financements structurants. Ça veut dire des financements qui prennent en compte la formation en entrepreneuriat. Il faut aussi des mesures d'accompagnement. Si vous donnez de l'argent à une femme pour qu'elle ait entrepris une activité et à côté de ça, elle doit payer la scolarité de 2 à 3 enfants, vous comprenez que votre financement, ça tombe quelque part. Alors, donc, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut faire en sorte que le capital qu'on leur donne serve effectivement à l'activité. Et ça, c'est la contribution des femmes. L'intention aussi, plan de les femmes grand rôle, présentes dans les instances de prise de décision. Et ça, c'est pas normal. Parce que nous laissons plus de la moitié de notre population lorsque nous prenons nos décisions et nous pensons décider pour tout le monde. Ce n'est pas juste. Oui. On ne peut pas construire un pays de justice sociale en mettant plus de la moitié de la population en dehors des instances de prise de décision. Donc, il faut trouver le moyen. Si les partis politiques hésitent encore à les mettre suffisamment sur les listes, en tout cas à faire en sorte qu'elles soient suffisamment représentées au niveau de l'Assemblée, mais au gouvernement, il ne suffira pas de saupoudrer, prendre 3 ou 4 femmes et puis dire qu'on a des femmes au gouvernement. Non. Il faut absolument que les femmes au gouvernement représentent au minimum 30% de l'effectif du gouvernement. C'est pour cela que dans le gouvernement des 25 membres que je vais former, il y aura minimum 10 femmes. Vous comptez faire la promotion des femmes au gouvernement. Ne craignez pas aussi d'être confronté, c'est souvent l'argument qui est avancé, et des femmes qui ne veulent pas s'engager pour telle ou telle autre raison. Oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que la majorité des femmes aujourd'hui, elles ont compris, elles veulent s'engager. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a quelques-unes qui sont réticentes parce que simplement il y a des pesanteurs sociales qui sont là. Et bon, on est obligé de faire avec en attendant que tout le monde comprenne. Mais aujourd'hui, nous avons suffisamment. Ne me dites pas qu'on ne peut pas former un gouvernement avec 10 femmes au Burkina Faso aujourd'hui. On ne peut pas trouver 10 femmes pour les mettre dans un gouvernement. Je pense que même si on veut former un gouvernement de 25 femmes, on peut. Et qui sont tout autant compétentes. Vous pouvez être sûr. D'accord. Monsieur le Président, vous êtes candidat donc pour une élection qui se déroule dans un contexte assez difficile. Vous l'aviez évoqué tantôt, la situation sécuritaire qui s'est dégradée ces dernières années. Et quelles sont les solutions que vous avez pour mettre fin aux attaques auxquelles le Burkina fait face? Alors, merci d'aborder cette question parce que c'est vraiment la préoccupation de tous les Burkinabés. Je suis désolé de le dire, mais notre pays est en train de s'enfoncer parce que déjà, nous avons perdu le contrôle sur 20% de notre territoire national. Ça, c'est un très mauvais signe. Et il faut se dire que si nous ne rattrapons pas,
ça va se poursuivre. Jusqu'à quel niveau? Nous allons perdre des régions entières. On ne sera plus un pays. Vous voyez. Alors, moi, je suis vraiment sans force modestie. Je suis un expert en matière de sécurité. Je n'ai fait que ça durant les 20 dernières années. Donc, vraiment, je sais que le Burkina Faso est à mesure de gérer cette situation. Et moi, je vous propose rapidement une double solution. Une première solution sur le terrain et une deuxième solution sur le plan stratégique et diplomatique. Sur le terrain, il faut que nous puissions rendre nos forces de défense à la hauteur de la menace, en leur donnant les effectifs nécessaires, en leur donnant du matériel suffisant et adapté, en faisant en sorte que le renseignement soit efficace. C'est ce qu'il faut sur le terrain. Parce que ces gens-là qui nous attaquent, là, ils ne sont pas des surhommes. Mais si nous manquons du minimum, alors qu'eux, ils ont le matériel, quelquefois, ils sont même mieux armés que nos hommes qui sont en face. Ce n'est pas normal. On vous répondra que les armes, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut les acquérir. Mais ça fait 5 ans. Vous comprenez? Je ne dis pas que le président du Faso est responsable que les gens viennent nous attaquer. Mais il est responsable qu'on n'ait pas de riposte. Il est responsable que depuis 5 ans, on nous dit qu'on a commandé le matériel, ça ne vient pas. Mais on n'a pas commandé comme sur la Lune. Même si c'était sur la Lune, il y a longtemps que ça serait arrivé. Il faut considérer la vérité. Quelles sont les priorités dans notre pays? Qu'est-ce qu'on considère comme prioritaire? Pour vous, si nous pensons que la question de la sécurité est prioritaire, nous devons nous donner les moyens d'adresser cette question le plus sérieusement possible. Et je le répète, ce n'est pas une situation qui est au-delà de nos forces. Alors, sur le deuxième plan, je disais qu'il faut aussi agir au niveau de la diplomatie et au niveau de la coopération stratégique. Parce que ceux qui nous attaquent, ils ont des soutiens extérieurs et des soutiens intérieurs. Nous ne pouvons pas, même si nous combattons sur le terrain efficacement, si nous n'agissons pas sur ce côté-là, nous serons encore dans 20 ans en train de lutter contre le terrorisme. Ces soutiens, vous pensez à des gens, vous pensez à des pays? Mais bien sûr. Mais vous croyez qu'ils s'arment comment? Pas seulement, uniquement je n'aborde pas la question de leur idéologie. Seulement leur équipement. Ils obtiennent. Donc, il faut absolument que nous allions couper ça. Mais, monsieur le Président, rompre, il y a beaucoup de supputations. Le lien, le cordon ombilical. Il y a beaucoup de discours justement autour des parrains, entre guillemets, des groupes terroristes, mais personne ne s'hasarde sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu qui sont ces personnes-là qui leur fournissent ces armes? Tout le monde connaît, s'ils ne le disent pas, ça c'est leur problème, mais moi je vais le dire. Nous savons qu'il y a des pays qui sont derrière le terrorisme. Des pays. Quel pays par exemple? Vous savez que je vais vous donner la zone, mais je ne citerai pas les pays. C'est des pays du Moyen-Orient. Des pays du Moyen-Orient. Il y a des pays qui sont sur la liste noire des États-Unis, des pays même qui sont officiellement reconnus par le système des Nations Unies comme des financiers du terrorisme. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire, puisque vous parlez de diplomatie, qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de ces pays-là? Non, il faut ces pays-là, tout le monde a un point faible. Comprenez? Tout le monde a un point faible. Il faut arriver à savoir comment, sur quel bouton appuyer pour que l'on puisse nous laisser tranquilles. Et vous croyez que la Mauritanie a été l'objet d'attaques terroristes? Mais depuis combien d'années vous n'avez plus jamais entendu qu'il y a une attaque terroriste en Mauritanie? Prenez le cas de l'Algérie.
Prenez le cas du Sénégal. Tous ces trois pays que j'ai cités ils font frontière avec le Mali. Pourquoi les terroristes ne vont pas là? Oui. Nous n'allons pas croiser les bras et puis dire oui. Non. Il faut qu'on traite cette affaire, cette question au sérieux. Parce que si notre diplomatie se résume à aller chez nos amis, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. Bon, il faut qu'on aille partout là où le Burkina Faso va, en tout cas, avoir gain de cause. Et il y a ceux-là aussi qui disaient que ces attaques-là, les personnes qui nous attaquaient, on ne les connaissait pas, on ne sait pas leur motivation. Est-ce que vous vous dites que ce n'est pas vrai, ces discours-là? Mais ça, c'est grave. Si on ne sait pas quelles sont les motivations, ça veut dire que... Bon, tantôt, je disais que le renseignement, parce qu'il y a aussi le renseignement opérationnel sur le terrain, mais le renseignement stratégique. Ouais. Il faut un renseignement au-delà de ce qui se passe sur le terrain pour qu'on sache pourquoi, d'où ils viennent, qui les soutient, pourquoi. On doit le savoir. Si on ne le sait pas, c'est encore plus dramatique que je le crois. Il y en a qui sont à l'intérieur, vous l'avez aussi évoqué tantôt. Et est-ce que vous pensez que ce sera aussi facile que cela, donc de mettre fin à aux exactions commises par tous ces groupes-là? Oui, c'est comme je dis, en fait, sur le terrain, ceux qui sont là, ce sont des éléments qui sont endoctrinés, on les convainc que vous allez vous faire exploser et dès que vous mourrez, vous allez avoir des vierges à votre disposition. Ça, c'est de la manipulation. C'est ce qu'on met dans leur tête pour les encourager, en plus avec quelques stupéfiants. Bon, ils s'en vont attaquer les gens. Mais eux, vraiment, c'est très simple de les combattre. Très simple. Eux, si on équipe correctement nos forces de défense et de sécurité, la question est résolue. Mais c'est qu'on trouvera toujours des gens à recruter. Donc, ça va se poursuivre. C'est dans ce sens que je dis qu'il faut aller aussi, bien en amont, faire quelque chose. Vous vous donnez combien de mois pour cela, si vous êtes élu? Véritablement, au bout de... Je crois qu'au bout de 6 mois, c'est raisonnable. Je ne vais pas dire 3 mois. Au bout de 6 mois, on devrait ne plus entendre ces attaques-là. Même si on n'a pas fini d'éliminer totalement la menace, mais en tout cas, au bout d'une année, il est inadmissible qu'on parle encore de terrorisme au Burkina Faso. Vous avez occupé des responsabilités donc, au sein du RSP. Le RSP, on le disait, en tout cas, qui était aux avant-gardes dans la lutte contre le terrorisme. Quelles étaient les stratégies que vous utilisiez alors pour ne pas que le Burkina soit attaqué? Non, c'est une stratégie globale. Le RSP n'était que l'élément sur le terrain. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'attaque terroriste sur le terrain pour que nous puissions véritablement aller monter à l'assaut des assaillants. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui était fait bien en amont. À l'époque, la coopération stratégique fonctionnait, dont le Burkina n'avait pas été victime du terrorisme. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le pouvoir en place, malheureusement, occupe cette question-là. Parce que c'est trop facile de dire on ne négocie pas avec les terroristes. Mais même ceux qui disent qu'ils ne négocient pas avec les terroristes négocient avec les terroristes. Il n'y a pas un seul pays qui ne négocie pas avec les terroristes. Ça, c'est le discours diplomatique qu'on parle. On parle. Mais tous négocient avec les terroristes. Tous négocient avec les pays terroristes. Tous. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, tout dépend de ce qu'on met dans la balance. Est-ce que vous regrettez... Il n'y a pas de prix pour la paix du Burkina Faso. Il faut qu'on arrête de... Voilà, il n'y a pas de prix pour la paix du Burkina Faso. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui le RSP? Non, je ne regrette pas le RSP parce que le RSP, pour moi, le RSP, c'est des hommes. Oui, et ces hommes sont toujours là, ils sont dans notre armée. D'ailleurs, c'est mieux comme ça parce que c'est les meilleurs, si vous voulez, qu'on a envoyés partout. Ben, ils vont former les camarades et puis, parce qu'il y a des instructeurs qui étaient au RSP. Ils vont former, donc toute l'armée sera RSP maintenant. L'armée sera une armée bien aguerrie, c'est ce que ça devrait donner comme résultat. Ou bien?
Parce que quand les respects étaient là, les respects avaient un centre de formation à Pau. Et l'armée a envoyé mais c'était juste quelques éléments. Ils envoyaient une vingtaine par région, une quarantaine par région. Les respects les formaient et repartaient. Mais maintenant que c'est les formateurs même qui ont rejoint les autres garnisons, en principe, on devrait pouvoir les former là-bas sur place et puis toute l'armée devient plus ou moins opérationnelle. À quand votre retour? Bientôt. J'ai déjà programmé 2 fois mon retour. Mais comme vous le savez, il y a en tout cas, des velléités de m'empêcher de battre campagne. D'abord, pour le congrès de mon parti, j'ai été empêché d'assister. Ensuite, à l'issue du congrès, j'ai manifesté le désir de venir. Ça n'a pas été possible. Mais je comprends, c'est de bonne guerre. Les uns et les autres se battent pour qu'il y ait moins de compétition sur le terrain. Mais moi, je vous garantis que je vais venir. Parce que c'est notre pays à nous tous. Ce qu'on brandit comme épouvantail est la justice, elle est aussi pour nous tous. Donc, je reste convaincu que le droit sera dit et je serai dans mon pays bientôt. Est-ce que, Monsieur le Président, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore arrêté une date où vous allez rentrer au pays? Non, je n'ai pas encore arrêté une date. Mais je peux vous assurer que ce sera très bientôt. Avant la fin de la campagne électorale? Je l'espère très bien. La question de la réconciliation, pensez-vous qu'elle est importante encore aujourd'hui au Burkina? Oui, absolument. La réconciliation est une question très importante parce que notre pays a été secoué par diverses crises politiques qui, en tout cas, les différents événements contribuent à tisser notre société. Il y a même des communautés entières, des villages entiers où les gens se regardent en chaîne de défaillance. On ne peut pas bâtir une nation de cette manière. Donc, je crois que le Burkina ne peut pas faire l'économie de la réconciliation nationale. Il faut absolument qu'on ait le courage d'y aller. Et moi, j'ai un projet pour cela. Je pense que dès que je vais arriver, ce sera l'une des premières décisions que je vais prendre, c'est de mettre en place une commission vérité et réconciliation. Vérité et réconciliation, afin de faire la lumière sur tous les événements qui se sont passés entre 1983 et maintenant. On peut même remonter un peu dans le temps, mais toujours est-il qu'il faut que on aborde cette question-là de manière publique, qu'on en parle et que les victimes puissent obtenir réparation. Oui. Donc, je suis vraiment pour la réconciliation. Nous ne pouvons pas. Au Canada où je suis, le Canada a créé une commission vérité et réconciliation. Peut-être que parlez de vérité et réconciliation. Vous occultez la justice. Vous occultez la justice. Non, la commission vérité et réconciliation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice dedans. Non. La commission de la vérité et la réconciliation, c'est une justice. Oui. Parce que la justice a une double dimension. Tu comprends? Parce que si vous dites que vous avez fait la justice en enfermant, par exemple, les auteurs, après avoir enfermé les auteurs, est-ce que bien sûr que vous avez rendu justice aux ayants cause? Non. Si je prends par exemple le procès du putsch manqué au Burkina Faso, c'est ce procès qui me vient en tête, hein, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais je veux dire, lorsqu'on a jugé les auteurs, on les a enfermés. Mais il y a moins d'une semaine, lors de l'an 6, les blessés étaient encore en train de se plaindre. Oui.
Il faut qu'il y ait une dimension rétributive au niveau de la justice. Il faut que les blessés aient une compensation. Il faut que les familles des victimes aient une compensation. On ne peut pas se contenter de dire, bon, les auteurs, pourquoi tu as fait ça? Viens, allez, va en prison. Même si vous l'enfermez pendant 100 ans, quand vous allez interroger les victimes et les ayants droit, ils vous diront qu'ils ne sont pas satisfaits. Pour eux, vous n'avez pas rendu justice. Vous ne leur avez pas rendu justice. Oui. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on s'imprègne de ce que les autres ont fait. Le Canada a fait ça, le Pérou a fait ça, le Chili, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone. Partout, c'est de commission vérité et réconciliation. Mais prend en compte une dimension justice. Il y a la question des retours, hein, notamment vous, votre retour et le retour de Blaise Compaoré. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez travailler pour que l'ancien président Blaise Compaoré rentre au pays? Oui, bien sûr. La place du président Compaoré, c'est chez lui, au Burkina Faso. Comment oui, il est parti en 2014 parce qu'il y avait l'effervescence, il y avait la fureur un peu partout, bien sûr. C'était bien qu'il aille en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, aujourd'hui, tout le monde est revenu au calme. On peut s'asseoir et parler. Vous pensez que vous pourriez jouer ce rôle? Ah, si je ne peux pas jouer ce rôle, c'est que je ne suis même pas digne de gérer le Burkina Faso. Non, si je ne peux pas, un chef de famille qui ne peut pas réconcilier ses enfants, c'est inutile. Il doit gérer cette famille aux voisins. Vous avez travaillé pendant longtemps, donc vous avez assuré sa sécurité. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Non, nos relations sont très bonnes. Vous vous appelez souvent? Pas souvent, mais j'ai ses nouvelles, il a mes nouvelles. Est-ce qu'il en est de même entre vous et le général Djendjere? Djendjere n'est pas libre. S'il était libre aujourd'hui, certainement qu'on serait en contact. Autre question, autre préoccupation donc au Burkina, Yacouba Isaac Zida, si vous êtes élu, peut-être que vous allez aussi faire face aux mouvements, aux remous sociaux, donc notamment de la part des syndicats, des mouvements qui ont contribué à paralyser à un certain moment l'administration. Est-ce que vous avez la clé à ces mouvements des syndicats? Bon, la vérité, c'est que les syndicats sont des partenaires sociaux privilégiés. Pas qu'on oublie ça, c'est des travailleurs. Et en principe, nous ne pouvons pas faire fonctionner correctement l'administration sans intégrer les syndicats dans le dialogue. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin que les syndicats soient des interfaces. Oui. Ce qui se passe au Burkina, ce n'est pas parce que les syndicats se radicalisent. C'est tout simplement parce que le gouvernement, de mon point de vue, n'a pas compris une chose. Oui. Ils n'ont pas compris que le syndicat est un partenaire privilégié, avec lequel il faut travailler, avec lequel il faut discuter. Oui. En 2015, nous avons fait l'expérience. Moi, j'ai fait l'expérience en 2015. Je travaille avec les syndicats. Je peux vous assurer que nous sommes restés... Nous n'étions pas d'accord sur tous les points. Mais notre collaboration était très franche. J'ai reçu une lettre de félicitations de la part des syndicats. Je ne crois pas qu'ils aient déjà donné une telle lettre à quelqu'un. Oui. Mais c'est simple. C'est-à-dire qu'il faut tenir un langage de vérité aux syndicats. Il n'est pas fait dans la démagogie. Quand on ne peut pas, qu'on ait le courage de dire qu'on ne peut pas et qu'on leur démontre. Mais il y en a qui disent que c'est vous qui avez créé cette situation en prenant beaucoup de mesures, notamment des augmentations de salaire, beaucoup de faveurs pour les syndicats, alors que ce n'était pas prévu dans le budget. Comment ça? Qu'est-ce qui n'était pas prévu dans le budget? Il y a par exemple les augmentations qui se sont au niveau, surtout au niveau des magistrats. Oui, mais ce n'est pas... Attendez. Parce que l'augmentation des magistrats était la résultante des assises nationales sur la justice. Par le gouvernement. Il y a eu des assises nationales sur la justice. Et donc, c'était l'une des décisions qui a été prise afin, bien sûr,
de rendre les magistrats moins enclins, moins disposés à ce que nous appelons souvent la corruption. La décision qui a été faite, qui a été prise, travailler à ce que la justice, le pouvoir judiciaire soit entièrement indépendant. Oui. Que le président de façon ne puisse pas, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, affecter n'importe quel magistrat quand il veut, quand il n'est pas obéissant ou qu'il est insoumis. Oui. Donc c'était quelque chose de très positif. Alors maintenant, qui doit budgétiser? Qui doit budgétiser? Nous avons adopté un budget, mais il appartenait au gouvernement qui est arrivé, bien sûr, de faire une loi de finances rectificative pour tenir compte de nouvelles dépenses. Encore faudrait-il avoir les ressources nécessaires pour rectifier le budget? Il y a suffisamment de ressources, mais regardez le gâchis. Notre pays a suffisamment de ressources. Il faut qu'on arrête de croire que le Burkina est aussi misérable que ça. Où sont ces ressources dont vous parlez? Non. Si vous voulez dire, au niveau de l'État, c'est-à-dire qu'au niveau national, d'accord, oui, il y a encore quelque chose à faire pour augmenter le PIB national. Mais au niveau de l'État, il suffit de voir que ce que les fonctionnaires prennent va redescendre à 20%, 15-20%. Où est-ce qu'il faut aller pour augmenter les recettes? Vous pensez à quel nid? Ben, je pense aux impôts. Je ne veux pas dire d'augmenter les impôts. Non, je ne dis pas d'augmenter les impôts. Il faut simplement recouvrer correctement les impôts. Il faut simplement recouvrer correctement les impôts. Est-ce que vous avez imaginé un dispositif qui puisse permettre d'imposer, de prendre là où on doit prendre? Oui, bien sûr. Nous allons faire en sorte que, effectivement, normalement, au niveau des grandes entreprises, au niveau des gros investisseurs comme les sociétés minières, il faut que les gens payent correctement ce qu'ils doivent payer, c'est tout. Dans votre programme, comment est-ce que vous envisagez le développement? Comment vous envisagez de développer le Burkina? Alors, vous savez que le Burkina, il y a deux secteurs essentiellement qui tirent notre économie. C'est le secteur agricole et le secteur minier. Alors, ça veut dire qu'il faut mettre l'accent là où ça marche. En attendant de créer, en attendant de tirer d'autres secteurs vers le haut. Mais déjà, au niveau du secteur agricole, je suis persuadé que nous pouvons faire en sorte de doubler la production du Burkina Faso. Nous avons parlé du monde agricole. Ben, si nous faisons en sorte de leur donner les financements qu'il faut, si nous faisons en sorte de subventionner, il faut qu'on ait le courage de subventionner les intrants agricoles, les produits vétérinaires. Il faut que l'État assume sa part de responsabilité. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous pensons que l'État ne doit plus jouer un rôle. Ce n'est pas vrai. Tous les pays, là où ces secteurs-là ont connu un net progrès, un grand développement, l'État a subventionné. Et même que l'État continue de subventionner. Il faut le vérifier. Alors pourquoi nous, on ne pourrait pas faire en sorte que on puisse subventionner? Parce qu'il y aura toujours un retour. Oui. Donc, moi, j'ai l'intention vraiment de doubler la production au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Également au niveau du secteur minier. Depuis 2014, le secteur bat de l'aile. En réalité, on a l'impression que ça marche, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut faire en sorte d'attirer d'autres investisseurs. Il faut faire en sorte qu'il y ait de nouvelles usines et que les usines qui sont, les nouvelles mines, et que les mines qui sont là également puissent véritablement étendre leur production. De manière à ce que, à ce niveau aussi, on puisse doubler l'apport à l'économie nationale. Mais comment justement doubler l'apport? Parce que ce qui est reproché à ces mines, c'est surtout le fait qu'elles profitent plus aux exploitants qu'au Burkina.
Oui, c'est vrai, ça c'est notre politique qui, dans les années 2007, quand on a commencé à avoir quelques investisseurs, nous avons fait en sorte, notre premier code minier de 2000, le code minier de 2003, que nous avons amendé pendant la transition. Mais il était tellement favorable, c'était comme dirait, c'est comme un appât, on l'a fait volontairement pour attirer les investisseurs, c'est très bien. Mais maintenant que les investisseurs sont là, nous devons revoir ce code-là et faire en sorte que ça enrichisse les Burkinabés aussi. D'abord, que l'État puisse avoir sa part, que les collectivités territoriales, les collectivités locales puissent avoir leur part. Nous avons créé le fonds de développement local pendant la transition et nous avons fait en sorte que, véritablement, au niveau de ce fonds-là, les miniers investissent beaucoup. Alors, si nous faisons en sorte que les mines rapportent de l'argent au Burkina, et même au niveau du capital, nous pouvons exiger que les investisseurs burkinabés soient partenaires. Oui, parce qu'ailleurs, ça se fait. Vous allez au Ghana, inspirez-vous du code minier Ghana. Vous ne pouvez pas aller au Ghana, construire une mine, ramasser tout parti. Il faut qu'il y ait des partenaires ghanéens qui, à la limite, contrôlent 51%. Même en Chine. En Chine, même si vous allez pour ouvrir une boutique de chaussures, il faut que 51% du capital soit détenu par un Chinois. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller... Non. Mais donc, c'est des expériences qui peuvent nous éclairer. Nous pouvons aussi faire en sorte qu'on ne prendra pas 51%, mais que des Burkinabés puissent véritablement être partenaires, être associés, être des actionnaires dans ces mines-là pour que cela enrichisse véritablement le pays. Et vous parlez d'augmenter donc les recettes. Votre budget, vous avez prévu combien de milliards? Alors, nous avons prévu 25 000 milliards. Pour les 5 ans? Oui. Et c'est très possible. Juste sur les impôts, vous dites que vous allez pouvoir mobiliser ces ressources substantielles alors qu'actuellement, nous n'avons pas 3 000 milliards là. Mais c'est parce que le problème, c'est que, je vous ai dit, moi je parle en termes de doublé. Vous savez, moi je n'écoute pas les instances financières internationales qui ne croient pas au miracle. Ben, vous prenez le FMI, la Banque mondiale, ils prédisent pour le Burkina Faso une croissance de l'ordre de 6% jusqu'en 2024-2025. Vraiment, ça, on ne peut pas. Si on continue à ce rythme 6%, on ne va pas s'en sortir. Ça veut dire qu'on ne peut pas psychologiquement être encore pauvre en 2025, à continuer de ramer. Nous avons besoin d'un miracle au Burkina Faso. Il faut qu'on passe du simple au double. Il faut que dès la première année, notre taux de croissance aille à 2 chiffres. Et c'est possible. Si le pays est sécurisé, vous allez voir que les investisseurs vont revenir. Oui. Parce que les investisseurs ont commencé à freiner quand? Ils ont commencé à freiner dès 2014, quand ils ont commencé, parce qu'ils écoutent. Eux aussi, ils lèvent des fonds sur le marché international pour venir investir. Et le Burkina Faso de 2014, avec le bruit de la modification de l'article 37, était devenu un pays à gros risque. Donc, quand vous allez emprunter de l'argent pour venir investir au Burkina, le taux est élevé et personne ne voulait emprunter de l'argent à un taux élevé. Donc, depuis 2014, on ne s'est pas remis. Après l'organisation des élections en 2015, tout le monde a applaudi. On a dit, OK, c'est très bien, on va s'en sortir. Dès janvier, attentat en plein Ouagadougou. Donc, vous comprenez que les gens sont encore dans l'attente. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir. Ils sont sur le starting block, direction le Burkina Faso, mais ils attendent un bon signal pour venir. Les gens vous diront que le plus important aussi, ce n'est pas le taux de croissance, mais les inégalités, le fait que ces fruits de la croissance ne profitent pas à une grande partie de la population. Comment comptez-vous mettre fin aux inégalités? D'abord, nous allons investir massivement dans les secteurs sociaux. Dans les secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, nous allons investir massivement. Et nous allons faire en sorte que dans le domaine de la santé, par exemple, la santé maternelle et infantile soit vraiment prise en charge. Et aussi la santé des personnes du troisième âge. Parce que
c'est des gens qui sont à la retraite, qui n'ont pratiquement pas de revenus. Et c'est justement à cet âge qu'on commence à faire des maladies sérieuses. Mais il faut qu'on les prenne en charge. Donc, nous avons prévu de faire en sorte que les Burkinabés puissent bénéficier des fruits de la croissance. Si le pays avance, c'est les Burkinabés qui doivent avancer. Il ne s'agit pas seulement d'exhiber des chiffres, mais il faut que dans le quotidien des Burkinabés, que l'on comprenne que ça avance, que les parents sachent que les enfants ils ont une éducation de qualité et qu'ils ne sont plus exposés au chômage endémique. Aujourd'hui, quand on organise un concours, qu'on veut 100 personnes, vous avez 1 million de candidats. Parmi ces 1 million de candidats, plus de la moitié sont des élèves et des étudiants. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'espérance, parce qu'ils ne croient plus à l'avenir. Donc la première porte de sortie qui s'offre, tout le monde s'engouffre dedans. Alors que s'ils savent que de toute façon, je peux tranquillement faire mes études, je peux poursuivre jusqu'à un niveau supérieur avant de commencer à chercher un travail, vous allez voir. Ils ne vont pas se bousculer pour aller chercher le premier emploi venu. Vous parlez d'éducation. Comment est-ce que vous comptez réformer le secteur de l'éducation? Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est un impératif. Ça, c'est dès notre prise de service, nous allons y travailler. Vous savez que le Burkina Faso a hérité d'un système éducatif colonial qui était fait pour produire des administrés au service de la colonie. Donc, ce n'est pas un système éducatif qui visait à nous développer. Oui. C'est pour cela qu'en 1986, en août 1986, le président Sankara avait lancé l'appel de Gawa. Tout le monde s'était questionné sur la qualité de l'éducation et il avait lancé un appel, il avait promis qu'il fallait qu'on change. Oui. Donc nous envisageons rapidement mettre en place un nouveau système éducatif. Et ça va se faire à partir des assises nationales sur l'éducation. Nous allons organiser les assises nationales, tout ce que notre pays a comme compétences, et y compris les autres, tous les secteurs de la vie nationale. Tout le monde va venir et dire qu'est-ce que nous voulons comme pays, quel Burkina nous voulons. Et lorsque nous aurons défini le Burkina que nous voulons, un Burkina tourné vers l'avenir, un Burkina de progrès, on va se dire maintenant, OK, voilà comment nous devons former nos enfants pour atteindre ce Burkina de demain-là. Oui. Est-ce qu'en attendant... Donc, les curricula vont changer, les systèmes vont changer. Évidemment, il faut réaliser de nouvelles infrastructures, des laboratoires, il faut recruter du personnel, il faut mettre des systèmes en place. Et nous allons créer un haut conseil de l'éducation. Nous pensons qu'un haut conseil de l'éducation qui soit autonome, ce n'est pas une administration, où les gens vont se tourner les doigts. Non. Une administration, c'est une instance qui va se charger de la mise en œuvre des décisions des assises nationales sur l'éducation. Il faut que ce soit une réalité au Burkina Faso. Il faut que nous ayons un nouveau système éducatif qui bâtisse le Burkina de demain. Est-ce que vous avez des chiffres en termes d'infrastructure ou même en termes donc, de pourcentage du budget qui serait désormais consacré à l'éducation? Bon, je pense qu'il faut qu'on ait le courage de mettre au moins 1000 milliards dans l'éducation. Au moins 1000 milliards depuis, par an. Oui. Depuis la maternelle jusqu'au niveau supérieur. Il faut qu'on investisse sérieusement dans l'éducation. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et à quel niveau il faudrait intervenir dans le domaine de la santé? Parce que c'est aussi une grosse préoccupation pour beaucoup de Burkinabés. Comment vous comptez réformer également ce secteur? Alors, au niveau de la santé, il y a une organisation qui est déjà là. Il faut déjà rendre ça efficient. Il y a des différents programmes qui existent pour la gestion donc, des maladies. Il faut faire en sorte que ces programmes-là soient bien adaptés et bien performants. Et il faut faire en sorte aussi d'optimiser les moyens. Parce que le ministère de la Santé, vous ne l'ignorez pas, est l'un des ministères qui a le plus d'allocations.
Mais on se demande quelquefois si ces ressources sont bien gérées. Donc, il faut que nous puissions voir de près le système de gouvernance au sein du ministère de la Santé. Et en plus, il faut développer la recherche. Nous ne sommes pas... aujourd'hui, même pour avoir un paracétamol, il faut qu'on importe. Pas normal. Nous savons quels sont les produits que les Burkinabés consomment le plus. Nous pouvons produire. On n'a pas besoin d'aller acheter ça en Inde ou en Chine, non. Et d'ailleurs, quelle est la qualité? Si nous n'avons pas les laboratoires qu'il faut pour certifier, si nous n'avons pas vraiment... non, il faut qu'à un certain niveau, nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Et je crois que nous allons investir massivement au niveau du ministère de la Santé pour arriver à produire un certain nombre de produits par nous-mêmes. Vous évoquez cette question au niveau du ministère de la Santé, peut-être que ce n'est pas propre à ce ministère, la question donc de la gouvernance des ressources. Comment est-ce que vous comptez faire en sorte que les ressources, surtout financières, soient mieux gérées? Nous avons prévu le principe de la tolérance zéro. Parce que la gestion des ressources est victime d'une corruption à un niveau incroyable. Et par le principe de la tolérance zéro, ça dit que lorsque quelqu'un est même soupçonné, je dis bien soupçonné de malversation, on va le relever de ses fonctions. Il est à se mettre à la disposition de la justice. Si, après enquête, il s'avère qu'il est innocent, bon, il va continuer de servir. Sinon, il ira répondre devant la justice. Mais on ne peut pas avoir des responsables, même au niveau gouvernemental, qui défraient la chronique, tous les journalistes en parlent, tout le monde en parle, partout les Burkinabés, les organes de contrôle se plaignent. Et non, les gens sont là, ils narguent tout le monde. C'est comme s'il n'y a rien, quoi. Il faut que nous soyons sérieux. Il faut que nous soyons un pays sérieux. Parce que c'est ça aussi, quand vous dites aux gens de venir investir leur argent dans votre pays, ils regardent tout ça. Parce que s'ils veulent venir investir et qu'une bonne partie de son argent va aller en perte de profit, il ne va pas venir. Donc, il faut que véritablement nous combattons la corruption de manière à ce que lorsque l'État vote 1 franc pour l'éducation, pour la santé, pour n'importe quelle activité, il faut qu'on s'assure que cet argent va servir à cela. Yacouba Isaac Zida, vous étiez un acteur de l'ombre jusqu'en 2014, à la faveur de l'insurrection, que beaucoup vous ont connu. Mais il y en a aussi qui gardent de vous l'image d'une personne futée. On pense que vous avez dribblé, pour utiliser ce mot, tout le monde. Et parce que voilà, vous êtes du RSP, au niveau de l'état-major, au niveau même de la transition. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces périodes? Ce que moi je garde comme souvenir de cette période, c'est que notre pays, le Burkina Faso, était en train d'aller à la dérive. Oui. Et il a fallu à un moment donné, parce que je me sentais capable, que je m'engage. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas, je ne le regretterai jamais. Et vous dites que j'ai dribblé. Non, moi je n'ai pas dribblé. Vous pouvez vérifier puisque les vidéos sont là. Lorsque je suis allé à l'état-major, mais c'était la société civile qui était là et qui suppliait l'armée de prendre le pouvoir. Mais vous étiez parti au compte donc du RSP. Oui, il suppliait l'armée. Voilà. Donc, ce n'est pas que, oui, nous avons demandé aux civils de venir nous donner le pouvoir. Personne ne leur a demandé. C'est parce que, d'ailleurs, ils l'ont dit dans la salle de réunion, ils ont dit qu'aujourd'hui,
Et il demande à l'armée de s'assumer parce que l'armée est le dernier rempart de la nation. Quand ça ne va pas dans une nation, au moins l'armée en tant que structure organisée peut s'assumer pour continuer et pour assurer la continuité de l'État, le temps que les acteurs civils se réorganisent. Et c'est ce que nous avons fait. Mais il y avait le chef d'état-major général donc, de l'armée. Oui, le chef d'état-major, vous évoquez des souvenirs, j'ai un peu oublié ce qui s'est passé, mais je crois que le chef d'état-major, oui, il était de très bonne volonté. Il avait même fait une déclaration, la veille, si je me trompe, il a fait une déclaration, et justement, à l'issue de sa déclaration, moi je suis allé le voir dans son bureau pour lui dire, ben, je suis d'accord pour la déclaration, vous êtes le chef d'état-major, nous sommes tous derrière vous, mais il y a une condition. La condition, c'est que vous vous assurez de réunir tous les chefs, y compris, comme le général Diendéré. Vous ne pouvez pas, nous sommes une fraction assez importante de l'armée. N'oubliez pas que le RSP avait rang de région militaire. En effectif, en équipement et tout, on ne peut pas ignorer le RSP. Et prendre la décision comme quoi le chef d'état-major devient le président du FASO. Donc, j'ai quand même donné un bon conseil là. D'accord. Maintenant que j'ai vu que ce conseil n'est pas suivi parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, alors, je ne gère pas les conflits de personnes. Pour moi, ce qui était important, c'est le Burkina. Faire en sorte que ces dégâts-là, ces troubles-là ne se poursuivent pas. Parce que si ça se poursuit, ce qui risquait de se passer, c'est quoi? C'est que les soldats, encore à un niveau inférieur à nous, les jeunes officiers, les soldats, perdent patience. Et face à la provocation, ben, qu'ils se défendent comme ils peuvent. Donc il fallait que quelqu'un qui les représente parle. Il fallait que quelqu'un qui les représente les rassure. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rassuré toutes les parties, aussi bien l'armée que les civils. Yacouba Isaac Zida, président, quelle serait votre première décision? Ben, après celle de former mon gouvernement, de nommer mon premier ministre et de l'instruire de former un gouvernement de 25 membres avec 10 femmes, ma première décision sera d'instruire les organes de contrôle de l'État, de faire un audit de la gestion du pouvoir des 5 dernières années. Parce que j'ai un fort sentiment, et je ne suis pas seul. Je suis sûr que plusieurs, en tout cas, Burkinabés sont dans le même cas que moi. J'ai le fort sentiment que la gestion de ces 5 dernières années laisse à désirer. Il y a beaucoup de choses à découvrir et il faut que l'on rende au peuple burkinabé ce qui lui revient et que ces gens-là répondent devant la justice. Est-ce qu'on va dire qu'avec vous, ce sera une chasse aux sorcières? Non, pas une chasse aux sorcières, non, loin de là. Loin de là. C'est pas... Qu'est-ce que vous appelez chasse aux sorcières? Quand je dis on va faire un audit, ça veut dire que je souhaite qu'on ne trouve rien. Vous voyez? Parce que c'est l'image de notre pays quand même. N'oubliez pas que moi-même le 28 décembre, quand je devais quitter la primature en 2015, j'ai écrit de ma main à la LCE pour demander à ceux qui viennent auditer ma gestion. Et celle de tout mon gouvernement, j'ai écrit. Je n'ai pas attendu que quelqu'un le fasse. Parce que pour moi, le devoir de redevabilité s'impose à chaque personne qui assume un certain niveau de fonction. Il faut que nous apprenions à rendre compte. Et c'est ce que je vais faire, c'est tout. Maintenant, s'il y a des problèmes, on va leur demander de s'expliquer. S'il n'y a pas de problème, ben, ils seront cités en exemple, ils seront honorés. Et c'est l'image, c'est bien pour l'image de notre pays. Pourtant, on retient que c'est sous leur mandat que vous avez passé leur mandat hors donc, du pays. Et vous êtes considéré donc comme étant
un militaire donc en désertion en temps de paix. Vous gardez tout cela sur le cœur? Non, pas du tout. Non, je suis un homme de paix. Je suis un homme de paix. Ce qui s'est passé pour moi, je considère que c'est un combat politique. Peut-être que ils ont poussé le bouchon un peu trop loin, mais ceci étant, je pense que je suis prêt à tourner la page. Nous avons besoin au Burkina Faso d'apprendre à mettre l'intérêt de notre pays devant, avant nos intérêts égoïstes et partisans. Et donc, je ne compte pas me venger de qui que ce soit, non. Mais si quelqu'un a quelque chose, un compte à rendre à la justice, ça, en tout cas, il va rendre compte. Monsieur le Président, on est pratiquement au terme donc, de cette émission. Un exercice, vous êtes l'un des 13 donc, candidats à l'élection présidentielle. On demande à nos invités de faire un tirage donc, au sort. Les autres, non. Vous allez nous dire, ce sera 5 personnes en tout, de chacun d'eux. Vous allez nous dire de chacun, donc chacune de ces 5 personnes, vous allez dire ce que vous pensez. Maintenant, comme vous n'êtes pas là, nous avons des numéros. On va vous demander d'abord de choisir un premier numéro. On dira qui c'est et vous nous direz qu'est-ce que vous pensez de la personne. Ok, donc prenons le numéro 6 alors. Le numéro 6. Le 6. Donc, vous avez Ablasse Ouedraogo. Ablasse Ouedraogo. Ce que je pense de M. Ouedraogo, c'est que c'est un grand fonctionnaire de notre pays qui a servi au niveau international puisqu'il a été directeur adjoint de l'Organisation mondiale du commerce. Il a été ministre des Affaires étrangères au Burkina Faso. Donc, pour moi, il a une très grande expérience et il a des qualités humaines que j'approuve. C'est un homme de paix. Je pense qu'il ferait aussi, en tout cas, un bon dirigeant. Un autre numéro? Prenez le 4. Le 4. Kadri Désiré Ouedraogo. Oui. Kadri Désiré Ouedraogo, c'est aussi un grand cadre au niveau international en tant que président de la commission de la CEDEAO, Premier ministre au Burkina Faso. Je pense qu'il a des compétences à notre pays, mais je le trouve un peu trop réservé, un peu trop en retrait. Pour un pays en crise comme le Burkina Faso, je doute qu'il puisse vraiment s'attaquer à tous les dossiers comme il le faut. Un autre numéro, le 3e. D'accord. Prenez le 12. Le 12 que nous avons là. Abdoulaye Souma. D'accord. Oui, monsieur, le professeur Souma, c'est quelqu'un que je connais très bien pour avoir travaillé avec lui. Il était mon conseiller spécial quand j'étais au Premier ministère. Je trouve qu'il a des connaissances. Dans son domaine, il est vraiment qualifié, mais je crois que il a encore besoin d'avoir de l'expérience au niveau du management des hommes. Je pense qu'il pourra continuer de faire son expérience avant de prétendre être président de Faso. Un 4e numéro. Prenez le 10. Le 10. Gilbert Ouedraogo, oui. D'accord.
Oui, Maître Gilbert a beaucoup servi au niveau gouvernemental. Il a une très bonne expérience de la vie de l'État. Je pense qu'il il peut, en tout cas, réussir s'il s'entoure bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. À présent, un dernier, donc le dernier numéro. D'accord, 5. Prenez le 5. Le 5. Ambroise Farama. Oui, Maître Farama également, je crois que comme le professeur Souma, il a besoin encore d'un peu plus d'expérience. Parce que, vous savez, la fonction de chef de l'État requiert des qualités exceptionnelles de management. Parce que c'est une fonction de leader. Vous devez surtout pouvoir gérer les hommes, conduire les hommes, et je pense qu'il n'a pas encore cette expérience. Il pourra certainement l'acquérir et un jour prétendre aux fonctions de chef de l'État. C'est tout donc pour cette émission. Monsieur le Président vous dit merci, bon courage et bonne chance. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci à Omega FM, Omega TV, et merci à vos auditeurs, merci au peuple burkinabé, merci aux électeurs et rendez-vous pour le 22 novembre.